les amis et bienvenue dans l'Happy Hour de la rue du sel. Un grand plaisir de vous retrouver ce mois-ci. Toujours et encore on parle de solidarité, puis on essaye de se laisser booster, de se laisser inspirer pour plus de pratiques de solidarité, de charité dans nos vies. Et pour l'Happy Hour, vous connaissez maintenant le principe, on retrouve nos invités des mois précédents pour un joyeux regard croisé. On retrouve aussi Jean-Phi, pour un joyeux regard tout court. Un joyeux regard de retrouver nos invités. Exactement. Et de te retrouver. Oui. Ah, ça allait commencer avec des jolies fleurs, Jean-Phi, ton magnifique regard. Enfin bref, on va laisser ça. Nos invités des mois précédents, on vous accueille avec un truc un peu bizarre, c'est super. Radius, on commence avec toi. Ancien enfant parrainé, et aujourd'hui tu travailles pour Compassion Internationale, donc le partenaire du sel pour la mise en place du parrainage d'enfants. Tu viens d'Indonésie. On a passé un moment extraordinaire avec toi en émission. On est très heureux de te retrouver. Et donc, tu parles anglais pour ceux qui vont suivre toute l'émission. On a également à côté de toi Pascal Machefer, qui est directeur de Mission Lèpre France. J'irais même jusqu'à dire Pascal Machefer. J'ai dit Machefer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah ouais, très bien. C'est bien parce qu'on t'avait posé la question. Mais... En Alsace, on peut dire Machefer. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est enregistré à Strasbourg, effectivement. Mais c'est bien, tu sais, parce que généralement, quand tu dis c'est bien pas comme ça qu'il faut le dire, tu finis par le dire comme ça, quoi. Ça. Donc, désolé et bienvenue. Pas de problème. Merci beaucoup. Et enfin, Jean-Marc Bellefleur, président de l'association Accès, qui est basé à Mulhouse. Donc voilà un petit peu nos invités des mois précédents. Pour ceux qui suivent l'émission, vous les reconnaissez certainement. Et le principe est très simple. On vous réunit, on discute ensemble, et souvent il y a des ponts, il y a beaucoup de choses en commun, il y a beaucoup de choses où aussi on se nourrit les uns les autres, et c'est presque cocasse parfois de voir à quel point on se retrouve sur beaucoup de sujets. Alors justement, le principe de l'émission, c'est le suivant. On a sélectionné trois choses qui nous semblaient vous réunir, générer quelque chose de commun chez vous. Alors, il y en a sûrement beaucoup plus. Hein. Alors, ces trois choses, je vous les dis tout de suite, c'est ce qu'on va discuter dans toute cette émission. C'est tout à l'heure la notion de déchireur d'étiquettes. Voilà, on verra si ça vous inspire. On parlera de l'Église, puisque vous êtes tous trois connectés à l'Église, aux églises. Et on parlera, pour commencer cette émission, du terrain. Il m'a semblé que le terrain, c'est quelque chose qui était fondamental dans vos parcours respectifs, dans vos engagements de solidarité, dans vos projets, les projets dans lesquels vous êtes investis. Et que ça soit, Radius, toi, le terrain aujourd'hui, tu côtoies de très nombreuses églises en Indonésie. Pour toi, Pascal, le terrain qui t'a vraiment, comment dirais-je, transformé et une prise de conscience. Jean-Marc, le terrain que tu as découvert et qui a presque participé à générer l'appel que tu as en toi pour cette solidarité. En disant ces quelques mots, ça va, est-ce que je tape à côté ou ça va? C'est le côté déchireur d'étiquettes. Déchireur d'étiquettes. Ah ouais. Ah, c'est bien, j'ai gardé le truc un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pour la fin, le teaser est lancé. Alors, je commence. Pascal, dans ton émission, on a beaucoup parlé du terrain, de ton premier voyage sur le terrain. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous redonner un peu le contexte et peut-être parler d'autres voyages que tu as fait sur le terrain aussi? Là, tu avais parlé de l'Afrique et donc, bien sûr, tu avais rencontré des malades de la lèpre. Est-ce que tu as fait d'autres voyages comme ça qui ont été fondamentaux dans ton engagement aussi? Oui, le Népal aussi. Ouais. M'a beaucoup marqué. L'Inde. Je dirais que... Alors, tous les voyages ont été vraiment marquants. Je pense que celui qui se détache du lot, c'est le Népal, pour des raisons de terrain, pour le coup, pour des raisons géographiques. Parce que le Népal, c'est un pays... Je pense que c'est un pays très, très, très difficile à vivre, dans lequel il est très compliqué de vivre normalement. Pourquoi? Pays très montagneux déjà, beaucoup de montagnes, beaucoup de vallées, énormément de glissements de terrain, donc ça veut dire qu'il faut constamment refaire les routes, il faut repasser avec les bulldozers pour reconstruire des routes, et c'est vraiment... alors on a, quand on est monté justement un petit peu là, voir les malades de la lèpre un peu plus haut, dans les hauteurs au-dessus de Katmandou, on croise un bus, mais c'est le bus qui passe, enfin l'autocar, où on croise des camions, c'est le camion qui passe et nous on doit se ranger. Mais parfois on peut pas toujours se ranger, donc il faut reculer jusqu'à ce qu'on puisse. Et la route
très souvent, la route a été effondrée et elle a été reconstruite, c'est recreusée dans la roche, enfin dans la roche effondrée, quoi. Ah oui. Donc c'est et puis on traverse des rivières. J'ai des belles vidéos là-dessus, justement, où on traverse les rivières avec le 4x4. Donc ça montre juste comme c'est difficile très difficile d'accès. Et les gens marchent. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que, justement, c'est ça le terrain, en fait, c'est que on voit les gens marcher au bord de la route et on ne sait pas où ils vont parce qu'on les voit marcher au bord de la route, mais le prochain village, il est peut-être à 20-30 km. Et ils vont marcher 20-30 km avec une charge sur le dos et on ne sait pas où ils vont. On ne sait pas où vont les gens. Donc c'est quelque chose qui est très marquant au Népal, très marquant au Népal. Ok. J'ai tendance à dire, Jean-Marc, parfois dans nos rues, dans nos villes, et toi tu es au contact aussi de la précarité, hein, on voit des gens marcher. Et des gens errer dans la rue d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourrait avoir cette même sensation? Je sais pas, moi ça me rejoint. Mais que font-ils? Qu'est-ce qu'ils font là? Où vont-ils quand ils se déplacent? Est-ce que tu rencontres cette réalité, cette notion-là qu'évoque Pascal, dans ton terrain à toi, qui est à Mulhouse, hein, en Alsace? Oui, alors, ils vont peut-être pas faire 20 ou 30 km, ouais. Mais effectivement, la vie de la rue, même en France, est compliquée. On dit souvent que les gens qui sont à la rue ont une espérance de vie plus courte que les autres. Et je dirais, alors marcher, je dirais pas, mais c'est surtout pas savoir où arrêter de marcher. Et pas savoir où se poser. C'est là qu'est le problème des gens de la rue. Donc oui, ils doivent souvent marcher. Les gens qui n'ont pas d'hébergement, quand c'est en hiver par exemple, ils doivent marcher. Parce que sinon le froid les gagne et ça peut être... Il y a des morts, il y a eu quelquefois des morts à cause du froid en hiver. Donc oui, marcher, alors c'est pas tout à fait la même chose que toi quand même Pascal, mais la notion de la précarité des gens dans la rue. La vie de la rue, c'est quelque chose qui est très dur. Très très dur. Alors, et justement, le terrain, j'imagine que quand on continuait le chemin, qu'on arrivait à bon port, on arrivait à rencontrer les malades de la lèpre. C'est ça. Ouais. Je veux juste citer un exemple qui était assez frappant justement au Népal. Il y en a plusieurs, mais un qui m'a vraiment marqué, c'est quand on a visité Kumar. Alors, il est venu nous chercher en bas de la route, là à l'endroit où on ne peut plus monter. On ne peut plus monter, hein, aucun véhicule n'y va. Et là, il vient nous chercher et on monte dans la forêt. Mais on marche pendant 1h30 dans la forêt. Et lui, ça veut dire que lui est descendu pendant 1h30 pour nous chercher. Il repart 1h30 pour monter là où on a bien voulu lui laisser construire sa maison pour sa famille. Et donc souvent c'est ça qui se passe, et pour les malades de la lèpre c'est très souvent le cas, c'est-à-dire qu'ils sont tolérés. Donc s'ils trouvent un endroit qui ne va pas déranger trop de gens, qui appartient pas à grand monde, on ne sait pas trop à qui est ce terrain-là, alors il y va, il s'installe, et là, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout d'1h30 de marche épuisante, parce que j'avais pas la condition physique à l'époque, et je l'ai pas encore d'ailleurs, mais quand on attaque directement avec ça chauffe, hein. une montée comme ça pendant 1h30 et qu'on n'a pas la condition, c'est vraiment dur. Et sur des petits chemins, des fois tout petits, vraiment escarpés, et on arrive là-haut, et c'est un malade de la lèpre qui vient nous chercher, Kumar, et on arrive dans un espèce d'oasis. Enfin, il avait planté des bananiers, il avait planté tout ce qu'il fallait pour nourrir sa famille là-haut, donc il vivait en autarcie. Ça m'a beaucoup marqué, et ce qui m'a profondément marqué, c'est que, et c'était un miracle, c'est qu'en fait, il y avait toute sa famille, donc son épouse, la maman, alors il y avait ses enfants qui étaient là, et cette dame avait une croix chrétienne en fait autour du cou. Et donc j'avais évidemment un traducteur avec moi, et il m'a dit qu'effectivement il s'était converti il y a 30 ans de ça à Jésus dans une église de Pentecôte en fait. Mais du coup elle était montée. Maintenant ils vivaient là-haut tous en autarcie et c'était extraordinaire. Au tremblement de terre de 2015, on a appris que la maison s'était effondrée, donc on avait toutes les photos de cette maison qui était effondrée. Eux n'ont pas été tués, mais le tremblement de terre avait touché cette maison.
Pour la petite histoire, donc il est redescendu, après la fin de la journée, nous a redescendu par le même chemin, 1h30, pour remonter encore. 6 heures de marche pour lui, quoi. Ça fait 6 heures de marche pour lui, sachant que les enfants font ça tous les jours pour aller à l'école. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment marquant. Et moi qui avais mes grosses chaussures de marche, que j'avais achetées à Katmandou, je voyais des gens monter en tongs. Et je me disais... on n'est pas au même niveau, là, vraiment, c'était extraordinaire de voir ces gens tout à fait à l'aise, monter en tongs, et moi, déjà, pas très assuré, alors que j'avais des grosses chaussures de montagne, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ça le terrain, quoi. Ça illustre vraiment, aussi l'isolement, que tu évoquais largement dans l'émission, aussi l'isolement que touche aussi les personnes qui sont malades de la lèpre, se sont frappées d'isolement. Jean-Marc, juste pour revenir au terrain, aussi. Est-ce que tu considères que le terrain que tu as, à partir de 2001, tu deviens président de l'association Accès, le terrain a forgé cet appel aussi en toi, ce qui me semble émerger de ton témoignage? Alors le terrain pour moi c'était pas forcément la rue par exemple, ou la rencontre avec les personnes, puisque moi je suis rentré dans l'association par le conseil d'administration. Donc mon terrain à moi ça a été les travailleurs sociaux. Et j'ai découvert effectivement tout un pan de... qu'est-ce que je dois dire, de la société, qui en général est passé sous silence, qui est tout le travail social qui est fait dans nos cités, dans notre pays ici, et qui est énorme, et qui est souvent, sans jeu de mots, le parent pauvre de la communication, ou alors c'est tout de suite, on le taxe de mauvaises intentions, d'assistanat, de connivence coupable, etc. etc. Et j'ai effectivement trouvé du sens dans le travail social que j'ai découvert par les travailleurs sociaux. Et c'est vrai que ça a forgé ma militance d'aujourd'hui. Ouais. C'est leur métier que tu ne connaissais pas? Je ne connaissais pas leur métier, oui. Ouais. Alors bien sûr, tout le monde a entendu parler de l'assistance, surtout l'assistanteuse sociale, les stéréotypes genrés, et qui ne reste pas faux d'ailleurs, beaucoup plus de femmes dans l'action sociale que d'hommes. Et donc c'est en voyant le sens qu'ils donnent à leur action, les problématiques qui sont posées, le public qui est concerné et qui est au bénéfice de ces actions-là, je me dis ah mais oui, ça me parle quoi. Ouais. Donc, et avant j'étais parti de rien en fait. Ouais. Ça m'interpelle. Est-ce que finalement, tes vis-à-vis, c'est moins le public accueilli? Je dois le dire, oui. Si tu parles de terrain, je suis jamais allé faire des maraudes. En revanche, pour servir les soupes et ce genre de choses, quoi. Si, je l'ai fait, mais je ne peux pas dire que c'est pas ça qui a forgé ma militance. En revanche, être à l'écoute, être accompagné, donner un cadre, être au service des travailleurs sociaux en tant que responsables associatifs, travailleurs sociaux qui travaillent dans l'association dont je m'occupe, ça a forgé ma conception du terrain, on va dire. Ouais, donc j'ai une conception de travailleur social, même si je ne suis pas travailleur social. Voilà. Ah ouais, ok. Et il faut Accès, c'est quand même une association de 160 salariés, donc pour quand même donner un ordre de grandeur. Radius, je me tourne vers toi. Je ne sais pas si tu es conscient que dans ton émission et toute cette rencontre qu'on a eue avec toi, même au-delà de l'émission, pour ceux qui n'ont pas vu les coulisses, désolé, c'est comme tu incarnes le terrain qui vient à nous. Parce qu'on n'est pas forcément allé au Népal. Moi, je ne suis pas allé au Népal, mais je ne suis pas allé en Indonésie. Mais tu incarnes un peu d'Indonésie qui vient à nous pour nous expliquer le terrain et nous faire vivre le terrain là-bas. Est-ce que tu es conscient que c'est ça que tu amènes avec toi? Ce que vous avez mentionné plus tôt, j'en suis témoin sur le terrain. Je vois combien il est difficile pour les personnes d'avoir accès aux soins de santé publique, à l'éducation, et comment ils tentent de prospérer. Et pour ma part, travaillant avec les enfants et les jeunes, je vois qu'ils font face à de nombreuses difficultés autour d'eux. Par exemple, certains doivent marcher à pied pendant 2 heures, simplement parce qu'ils n'ont pas de bonnes écoles à proximité. Parfois, il y a aussi des mythes propagés dans le voisinage au sujet de la santé.
Alors, quand ils tombent malades, au lieu d'aller voir un médecin, certains se rendent chez une personne qu'ils pensent pouvoir les guérir. Malheureusement, au lieu de recevoir une guérison, leur maladie peut empirer. Effectivement, la pauvreté est réelle en Indonésie. Mais la pauvreté, ce n'est pas uniquement un manque de nourriture ou un manque d'argent. Quand nous parlons de la pauvreté, dans la vraie vie des gens qui vivent dans la pauvreté, il leur manque l'espoir. Et quand il n'y a aucun espoir, ils se rendent et disent « j'abandonne ». Bien souvent, ils vivent uniquement pour survivre et n'ont aucun encouragement pour tendre vers un avenir meilleur pour eux-mêmes, pour leur famille ou encore pour leur communauté. Et donc, parce qu'ils vivent simplement pour survivre et n'agissent pas pour eux-mêmes ni leur communauté, ils ne peuvent trouver leur place dans la nation et n'appartiennent pas à une communauté d'église. Oui. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont engagées dans la solidarité nous disent, et on l'a vu dans la rue du Sel, et comme tu viens de le faire aussi Pascal, et comme tu l'as aussi dit à Jean-Marc dans une implantation plus locale, c'est en côtoyant le terrain que vraiment ma mobilisation a été encore upgradée, encore augmentée, que j'ai été complètement conquis par cette militance solidaire, etc. Et finalement, comme je disais avant, hein, tu incarnes parce qu'on ne peut pas tous partir au Népal ou en Indonésie ou en Afrique ou je ne sais quoi. Et là, tu incarnes un peu ce terrain qui vient chez nous et qui témoigne de cette réalité. Et on s'est connecté vraiment au terrain grâce à toi. Merci beaucoup, Radius. Jean-Philippe, peut-être une petite réaction à chaud. Oui, alors la réaction, elle est très simple, parce que cette notion de terrain, c'est vrai qu'on avait pensé que c'était ce qui vous connectait les uns aux autres. Et ça nous a frappé en vivant les émissions avec vous. On se l'est dit en coulisses. On s'est dit, ah, c'est fou, parce qu'on est tellement en contact, nous, avec des gens de terrain, ou des gens qui sont, en tout cas, au contact de gens de terrain. On devrait normalement être mobilisés régulièrement. Et à votre contact, au contact de Radius en particulier, pour moi qui suis normalement très connecté au sel, c'est seulement au contact presque physique avec Radius qu'on réalise, on touche de plus près ce de quoi on parle. C'est les paroles qui se font chères, c'est les paroles qui deviennent vraies, qui deviennent vivantes, où on se dit, purée, on en parle de... Moi, j'écris des emails pour les gens, pour parler de choses de terrain, mais finalement, je deviens un technicien des mots, sans être forcément vraiment connecté. Et à votre contact, lors des émissions qu'on a vécues ces derniers temps, on commence à toucher et ça devient réel pour nous. C'était particulièrement vrai pour moi avec Radius, en me disant purée, mais je travaille au sel, et c'est seulement au contact de Radius que j'ai ce petit mouvement du cœur qui vient rendre réaliste cette pauvreté dont on parle tellement. J'aimerais dire un petit mot. Oui. Radius, quand tu as parlé de l'absence d'espérance, d'espoir, c'est le cas aussi ici. Pour mon association, tant et si bien qu'on a choisi comme mot d'ordre, comme slogan de l'association, un avenir possible. Parce que même ici, il y a des gens, quand ils font face à la précarité, à la violence, quand ils demandent l'asile et qui se trouvent dans des impasses, nous, on vient leur dire, il y a un avenir qui est possible. Donc même ici, nous sommes là pour donner de l'avenir, si je puis dire, donner de l'espoir, d'une part. D'autre part, concernant le terrain, moi je voudrais quand même donner un témoignage de terrain. C'est que depuis quelques années à l'association, lorsque nous avons les journées d'assemblée générale et les grands-messes où on rend les comptes, où il y a les rapports d'activité, etc., ça fait plusieurs années qu'on a décidé de commencer en donnant la parole aux personnes accueillies. Les premières personnes qui parlent, c'est pas le président, si peut-être pour dire asseyez-vous, mais c'est voilà, silence, souhaiter la bienvenue, et après on passe la parole à des personnes accueillies. Et c'est, à vrai dire,
elles qui font la réunion. Et ça dure, hein, ça dure une demi-heure facilement, où des personnes racontent leurs témoignages. Alors des demandeurs d'asile, des personnes qui ont été à la rue, pour reprendre cette expression, et qui disent ben voilà où j'en suis aujourd'hui. Il peut y avoir des combats qui sont pas terminés, hein, on n'est pas dans ça y est, tout est fini, je vois la vie en rose, mais c'est merci à ceux qui ont agi. Et plusieurs retours que j'ai, c'est on sait pourquoi on fait ça quand on écoute ce genre de témoignages. Donc tu as raison d'écouter les témoignages, bravo. Ouais. Alors juste encore un petit mot qui peut aider nos spectateurs à être en contact avec le terrain, c'est d'aller faire un tour sur les sites internet des associations. Je pense à Accès, où il y a cette vidéo dont j'ai parlé dans l'émission qui, là, même vous êtes vous dites ah ouais, je vais faire un petit tour sur le site d'Accès pour voir un peu ce qu'ils font. Vous lancez la vidéo et d'un coup vous vous retrouvez sur le terrain quelque part par ces témoignages. Et c'est vrai aussi pour le témoignage de Radius. Vous écoutez le témoignage de Radius et tout à coup vous vous retrouvez sur le terrain. L'émission avec Pascal, on le disait dans l'émission, il a ce don particulier. C'est un conteur et il nous amène dans la situation où il a été. Il nous décrit l'odeur, l'image, et du coup on se retrouve. Alors, c'est mieux d'aller sur le terrain, mais comme quand on n'a pas les moyens d'y aller, c'est bien d'aller vous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je sais pas, j'ai pas été voir vos réseaux sociaux forcément, mais souvent, c'est aussi un bon moyen d'être en connexion avec le terrain. Ouais, top. Merci. Et ça montre aussi, moi j'adore la maturité aussi de l'association Accès. Encore une fois, c'était tellement preuve de maturité que de laisser 30 minutes, enfin, laisser la parole au public pour démarrer l'AG. Je trouve ça une évidence, mais j'y aurais pas pensé. Et j'adore être bousculé comme ça. Tu viendras évident. La prochaine fois. Voilà. Et je trouve ça, mais c'est ça, les rencontres, c'est magnifique pour ça aussi, parce que d'un seul coup, il y a des évidences, mais qu'on aurait loupé, vraiment. Donc merci beaucoup. Avant de passer à notre deuxième thème, Jean-Philippe, on a, puisque c'est la Happy Hour, la Happy Hour c'est convivial, c'est sympathique, Jean-Philippe, on joue. On a un petit jeu qui, comme toujours, le but de ce jeu, c'est de provoquer un peu de discussion et d'interaction. Il va être en 3 parties et on va faire la première partie maintenant. C'est que je vais parler de l'un d'entre vous et puis les deux autres devront deviner la réponse concernant l'autre. Donc, on va commencer avec Pascal. À votre avis, alors peut-être que Jean-Marc sait parce qu'il connaît un peu Pascal, mais c'est vrai. Pascal, ça fait 15 ans, hein, donc. Oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. A pratiqué un métier autrefois qui n'a rien à voir avec Mission Lèpre ou avec le travail de pasteur. Il faut deviner. Et il faut deviner. Et Pascal, évidemment, tu n'as pas le droit de jouer. Ce serait trop facile. Moi, je me tais. Donc, je suis désolé, là, je sais pas. Alors, peut-être. Désolé, Pascal. Hein. Je pensais que tu savais. Radius. Faut essayer de deviner un métier, Et Jean-Marc, questionner. Dans le milieu du spectacle. Voilà. On va faire un vrai faux. En revanche, quand on était collègue pasteur, tu chantais très bien, quoi. Et ça envoyait du lourd, quoi. C'était vraiment génial. Donc là, est-ce que c'est dans ce domaine-là? C'est pas ce domaine-là. Voilà, un vrai faux, c'est parfait. Radius, tu peux poser une question où il doit répondre par oui ou par non pour deviner le métier qu'il pratiquait. Et je vous dis, c'est éloigné. Enfin, ça paraît éloigné de ce que. De la lèpre. Oui, c'est ça, c'est éloigné de la lèpre. Ok. Est-ce que je peux demander à avoir un indice? Il veut poser une question. Il veut un indice. Donc, c'est un métier manuel. Voilà. Ok. Laissez-moi réfléchir un instant. Étiez-vous technicien? Non, c'est assez technique. Ok. C'est un métier, je donne un deuxième indice aussi, c'est un métier inspiré par l'histoire du Christ. Voilà, c'est ça. Voilà, ça va être super. Ça va être tellement facile. Informaticien peut-être. Exactement. Communicant. Menuisier. Ouais, c'est ça. Bravo Jean-Marc. Non, franchement, il y avait pas beaucoup d'autres possibilités quand même. Menuisier ébéniste. L'idée c'est aussi de discuter. Charpentier. L'idée c'est aussi de discuter un tout petit peu de ça. Peut-être même vous pouvez poser vos questions, mais il y a quelque chose qui
d'ordre spirituel, je dirais, qui a connecté Pascal à ce métier-là. Donc peut-être tu peux raconter la petite anecdote, et puis si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas. La petite anecdote, pour faire rapide, on avait la télé noir et blanc, hein, c'était les années 60. Et là, on voit le film Jésus, on était en famille, on voit le film Jésus. Je ne sais plus lequel c'était exactement, parce qu'il y en a eu plusieurs, et puis là, je le vois travailler le bois, et je dis, mais c'est super ça, je veux faire ça. Très très naïvement, voilà. Et puis, il s'est trouvé que j'étais pas quelqu'un qui aimait beaucoup l'école. Voilà, et puis arrivé au moment du collège, 2 années de collège, ça me plaisait pas, je trouvais pas ma place, c'était pas fait pour moi. Mais j'avais toujours en tête ce métier-là que je voulais faire. Donc mes parents, j'en ai parlé à mes parents, ils ont dit mais voilà, si tu veux faire un apprentissage de menuiserie, c'est bon. Et puis j'ai commencé mon apprentissage de 4 ans et voilà. Puis après plusieurs années de pratique. Et ça ne m'a jamais quitté, ça ne m'a jamais lâché. Cette passion est toujours là, toujours présente. Voilà. Et ça m'a toujours servi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est par ce métier-là que ça t'a connecté à des études de théologie finalement. Oui, oui, c'est vrai, tu as... Tu sais tout. Oui, c'est vrai que tu sais tout. J'avais oublié. Tu sais ça. Du coup, je discute bien avec les invités et ils oublient. Exactement, c'est vrai. C'est incroyable. Hein. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour on va faire pareil avec il y a 2 autres manches. Ouais, c'est ça. Le jeu continue tout à l'heure avec nos autres invités. Avant ça, et juste après ça d'ailleurs, on va passer à une deuxième thématique. On va parler de l'Église. Alors j'avoue que c'était un peu naturel, / facile de trouver ce point commun, l'Église pour vous, pasteur pour Jean-Marc, pasteur pour Pascal, Radius, tu travailles avec de très nombreuses églises en Indonésie, justement, via ton boulot chez Compassion. Donc l'Église, j'ai tendance à dire, c'est au cœur de vos actions, de vos métiers, et même dans vos actions de solidarité avec Mission Lèpre, avec Accès, il y a une connexion, il y a des enjeux de connexion à l'Église, à la fois à la spiritualité. Est-ce que, du coup, ce point commun, hein, l'Église, qui me paraissait comme une évidence. Mais l'Église, et je crois, Pascal, c'est ce que tu pouvais dire, c'est beaucoup de choses. C'est un lieu à la fois de joie, etc., de rencontre. Oui. C'est parfois aussi un lieu de souffrance. Oui. Jean-Marc, je crois que tu semblais dire aussi que l'Église, voilà, c'est une vocation. Ton métier de pasteur, c'est quelque chose que tu as beaucoup un regard positif là-dessus. Mais en même temps, c'est un lieu où il y a vraiment des idées reçues à combattre, il y a des choses à faire évoluer, il y a de vrais combats. Mm-hmm. C'est vrai. Il y a un peu ce qui est émergé. Donc j'ai envie de savoir ce que vous avez à dire sur tout ça. Et Radius, j'aimerais commencer par toi. Est-ce que c'est facile de connecter avec les églises en Indonésie pour parler du travail que tu fais avec Compassion? Comment se situe ce dialogue avec les églises? Il y a aussi peut-être des choses faciles, très bien, et des choses difficiles, des défis. Oui. À Compassion Indonésie, nous travaillons avec 700 églises qui sont issues de différentes dénominations. Et bien sûr, quand on parle de différentes dénominations, cela signifie que vous avez différentes façons de penser, différentes doctrines et dogmes. Tout d'abord, quand nous travaillons avec les différentes églises dans diverses régions, nous créons une solidarité composée de 12 à 15 églises par zone que nous appelons cluster. Un cluster est lui-même constitué de différentes dénominations d'églises. Et très souvent, la première fois que nous avons notre première rencontre de groupe, il y a une séparation. Les protestants et les charismatiques s'assiéront de différents côtés de la salle. Mais quand nous parlons de la prochaine génération de l'Église,
qui sont les enfants et les jeunes, nous avons la même vision. Alors, peut-être que la dénomination a différents dogmes et doctrines, mais le but premier pour créer l'unité et la solidarité est de trouver la vision, la même vision. Qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens? C'est tout d'abord Jésus, mais aussi la vision pour la génération qui sont les enfants et les jeunes. C'est ce qui nous aide. Ensuite, lors de la deuxième rencontre, on ne trouve plus de séparation entre les protestants et les charismatiques, mais nous discutons de la façon dont nous pouvons atteindre les enfants les plus nécessiteux de la religion. Comment puis-je vous soutenir? Et c'est la raison pour laquelle le rôle des organisations para-ecclésiales est important pour aider les églises avec diverses dogmes et doctrines à trouver les éléments qui les unissent en tant que chrétiens. En Indonésie, nous parlons du fait que les enfants et les jeunes ne sont pas uniquement l'Église de demain, mais qu'ils sont, dès à présent, l'Église d'aujourd'hui. On a bien fait de le faire. C'est super qu'il soit là d'Indonésie, Radius. C'est bon, tu peux rester. C'est tellement bien de t'avoir. Comment vous réagissez à ce que Radius vient de dire? Et peut-être, si vous voulez aussi, peut-être donner votre sentiment par rapport à ce que j'ai pu énoncer tout à l'heure. Jean-Marc? Alors, tout à fait en phase avec ce qu'il a dit concernant le fait qu'une fois qu'on a une vision commune de l'action que les chrétiens sont censés faire dans ce monde, les questions théologiques passent quand même derrière. L'association est faite de toutes sortes de milieux évangéliques, charismatiques ou non, et on travaille très fortement avec les catholiques, avec l'Église réformée aussi. Finalement, quand on décide de se retrousser les manches ensemble, on fait le boulot et après peut-être on a le temps de discuter aussi de nos différences théologiques. D'ailleurs c'est ce qu'on fait régulièrement et donc oui, je suis assez en phase avec cette idée de la vision du travail à faire que tu as exprimée. Ok, super intéressant. Pascal? Je rejoins complètement Jean-Marc. Moi je dirais s'arc-bouter sur sa dénomination, c'est à mon avis un luxe qu'on peut plus se permettre. C'est-à-dire que on va au-devant de grosses problématiques à régler, notamment autour de la pauvreté, des personnes dans la rue, tu en as parlé, le problème de logement, mais des personnes qui ne mangent pas à leur faim. J'avais envie juste de poser une question à Radius. Tu parlais effectivement de l'implication des églises dans l'effort auprès des personnes en difficulté. On a constaté la même chose avec Mission LEP, notamment au Congo, où quand l'Église s'implique, et d'ailleurs on cherche à impliquer les églises, il y a des méga-churches là-bas, on cherche à impliquer les églises dans une action très concrète auprès des malades de la lèpre. Est-ce que c'est la même chose que vous vivez en Indonésie, c'est-à-dire où vous arrivez à réduire le fossé entre église et mission et action sur le terrain, et du coup, les églises vous rejoignent sur le terrain, et ma question, est-ce que ça rend votre mission plus facile? Quelle est ton expérience justement à ce niveau-là? Le fait d'être rejoint par l'église? Quand nous encourageons l'Église à devenir l'espoir du monde et l'espoir des personnes les plus marginalisées, nous essayons, à notre niveau, d'encourager les gens et surtout les églises à voir les problématiques similaires à leur région. Oui. Par exemple, dans l'une des provinces, nous faisons face à une grande malnutrition chez les enfants. Donc, quand nous avons une rencontre de groupe pour combler le vide créé par les différences, nous discutons et nous demandons comment pouvons-nous faire face à cette malnutrition. Peut-être que nous avons plusieurs problèmes dans chaque église, mais nous avons également un défi commun que nous devons résoudre. La malnutrition. On se pose alors la question, que pouvons-nous faire? Alors, pour libérer les enfants de la malnutrition, nous avons besoin du soutien du gouvernement.
Donc, nous discutons et posons la question, avez-vous un membre dans votre église qui travaille au sein du ministère de la Santé? Et peut-être que certaines églises n'en ont pas, et que dans d'autres, un membre travaille dans le domaine médical. Alors, nous connectons les ressources autour de l'Église pour faire face aux vrais problèmes. Je crois que, premièrement, la fondation est la Bible. Et avant de discuter sur n'importe quel défi, nous étudions la Bible ensemble pour établir la fondation et dire que oui, durant les discussions, nous avons fait face à des différences. Nous aurons des opinions divergentes et parfois ce seront peut-être des discussions difficiles. Mais notre fondation repose sur la Bible. Donc, quand un fossé se fait grandissant, nous retournons à la Bible. Okay. C'est ce que nous faisons en Indonésie. C'est vrai que ça serait presque, je ne sais pas si c'est une question qu'il faut traiter maintenant, mais est-ce qu'il faut se mettre en action? Et en étant ensemble en action, on aura l'occasion de parler de nos différences, peut-être de se retrouver, peut-être de ne pas se retrouver, mais c'est pas forcément grave et parce qu'on est réunis dans l'action, ou il faut parfois accorder nos violons avant de se lancer dans l'action. Je me demande, parce que j'ai l'impression que peut-être d'avoir vu un peu ces deux positionnements possibles, c'est caricatural certes, etc. Mais je trouve que ça résume assez bien, peut-être, et je crois que vous l'avez un peu fait émerger dans vos propos. Oui, bon, moi j'ai plaidé pour d'abord se mettre d'accord sur un minimum d'action, ouais. Et ensuite on a du temps pour discuter. Une fois que la confiance est là, moi qui suis aussi engagé dans le dialogue interreligieux, je vois aussi que l'action, quand on doit, en tant que représentant, il y a un musulman, un juif, etc., quand on fait une action de communication, de vulgarisation auprès des enfants, on se retrouve collaborateur, et là le courant passe. Et là, on est en confiance pour discuter des sujets qui fâchent, entre guillemets, qui ne nous fâchent pas, hein, mais qui pourraient nous fâcher. Donc l'action, quelque part, crée du lien et permet des discussions peut-être plus paisibles, plus efficaces, y compris de la doctrine. Mais c'est vrai que si il y a des mises au point à faire au départ quand même, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai évoqué une fois ou l'autre le fait, par exemple, que dans les congrès pour l'évangélisation du monde, hein, Lausanne et puis tout récemment Séoul, il y avait vraiment la conjugaison de l'action sociale, de la bienfaisance et de la proclamation de la foi qui étaient conjuguées et qui n'étaient pas mises l'une au service de l'autre, mais qui étaient conjuguées. Il me semble que ça, c'est une mise au point à faire. Okay. Au préalable. Ouais. Oui, on sait que c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur et qu'on a discuté ensemble. Jean-Philippe, réaction chaude. Je trouve ça beau de voir qu'on peut travailler avec les églises ensemble. C'est ça que je vais retenir de ce dialogue, on peut le faire, être unis, et c'est là qu'on est beau, c'est là qu'on est le corps de Christ, parce qu'on est différents et qu'on fonctionne ensemble, et qu'on ne regarde pas l'autre dans sa différence, mais qu'on regarde l'autre pour pouvoir fonctionner ensemble. Et puis, une chose que je retiens aussi de ce qu'a dit Radius. Radius a dit les enfants et les jeunes ne sont pas l'église de demain, mais les enfants et les jeunes sont l'église d'aujourd'hui, et je vais garder ça aussi. Oui. Jean-Philippe, comme tu as la parole, garde-la. Allez, je la garde. Et fais-nous jouer encore. Allez, suite du jeu. Radius, même question que pour Pascal. Radius s'est formé et a pratiqué un métier qui est totalement différent, enfin loin, en tout cas paraissant éloigné de son travail pour Compassion aujourd'hui. Quel est-il? Vous avez le droit de lui poser des questions auxquelles il peut répondre par vrai ou faux. C'est ça, il faut voir dans quoi vous le voyez. Hein. Et je vais vous donner un petit indice. La montre, les lunettes, l'informatique aussi. Comme Jésus. Comme Jésus, ouais, voilà. Ouais. Musée, non, c'est pas... un petit indice, c'est à l'âge de 9 ans qu'il ouvre un livre et que là, il se dit « Ah, je tombe amoureux de ça. » Je sais pas si ça aide beaucoup cet indice, mais ok, d'accord. Non, mais c'est un petit... Il y a des livres sur beaucoup de choses. Quand même. Ça peut être beaucoup de choses, effectivement. Pascal, je vais rester sur l'informatique. Je vais rester sur mon... Interrogeage Radius. Est-ce que c'est l'informatique, Radius? Désolé, mais non. C'est pas l'informatique, d'accord. Est-ce que c'est dans le domaine de... Alors je dirais... Enfin,
l'horlogerie ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est... Non, je vais garder la montre. Je pense à la montre, je me dis ça fait un peu... L'horlogerie, c'est un peu ça. L'horlogerie, c'est un peu la montre. Enfin, pas une montre digitale. Oui, bah oui. Non. C'est pas ça. Alors, ça se termine aussi par TIC. Comme informatique. C'est un bon début, alors. Est-ce que c'est un travail très minutieux ou plutôt grossiste, enfin plutôt... Je dirais que dans la minutie, on peut peut-être poser directement la question. Est-ce que c'est très minutieux? Oui. Peut-être l'indice pourrait concerner les nombres. Mathématicien. Exact. Bravo, mathématiques. Oui. J'ai sorti l'anecdote d'ouvrir un livre à 9 ans parce que je trouve ça impressionnant. Moi j'ai du mal à imaginer un enfant, tac, t'ouvres le livre et t'es touché par les mathématiques. Moi je vais faire lui arrive. Allez hop. On est tous différents. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce coup de cœur pour les mathématiques? Quand j'étais un enfant parrainé, je me rendais au centre et mon centre avait une bibliothèque. Un jour, j'ai trouvé une sorte d'encyclopédie qui parlait des mathématiques et waouh! Il est écrit que les mathématiques sont la langue de Dieu pour créer la nature. Sûrement. C'est la raison pour laquelle je suis tombé amoureux des mathématiques. Donc, j'ai appris énormément de choses sur les mathématiques et j'ai choisi cette matière comme spécialité à l'université. Jusqu'à maintenant, je travaille en fait avec mes amis pour effectuer des recherches dans les mathématiques, mais c'est uniquement mon passe-temps. Mais ce que j'ai pu apprendre des mathématiques, c'est que vous créez un système pour faire en sorte que quelque chose fonctionne. Et donc, j'applique les principes des mathématiques à mon travail actuel. Comment créer un environnement sain et sûr pour les enfants et les jeunes parrainés afin qu'ils s'épanouissent et deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient. Voilà le principe des mathématiques et c'est pourquoi les mathématiques sont mon âme sœur. Magnifique. Trop bien. Super. Ouais, super, merci beaucoup. Et toi aussi, Pascal, finalement, tu disais tout à l'heure, tu continuais de travailler le bois. Hein, donc mais ça, complètement, ça vous suit. Hein. Ça suit toute la vie. Ouais. Et ça sert toujours. Très rigolo. Donc, il y a et c'est peut-être l'occasion de reconnecter avec notre sujet de la solidarité et de cet appel à la mission. Donc, Radius pratique le métier de prof. Parce qu'il y a aussi le don de pédagogue derrière ça. Et derrière son choix de travailler pour Compassion, il y a un vrai renoncement à une autre façon de vivre. Peut-être qu'on peut aussi t'interroger là-dessus, ça nous reconnectera au sujet de la solidarité. Oui. Après que je sois diplômé de l'université, plusieurs écoles m'ont contacté pour que je puisse enseigner dans leur établissement. Et j'aime enseigner parce que Dieu a aussi placé la jeunesse sur mon cœur. Et je crois que la jeunesse est la prochaine génération. C'est pour cela que quand j'enseigne les mathématiques, je le vois comme un moyen d'aller au-delà de l'enseignement. Parce que la raison pour laquelle mes étudiants m'aiment est que je leur donne des conseils. Pour les élèves qui sont dans les écoles chrétiennes, je leur offre du disculpa. Donc, les mathématiques sont un moyen pour servir la jeunesse. À ce moment-là, je gagnais beaucoup d'argent car de nombreuses écoles faisaient appel à moi. Donc je n'enseignais pas uniquement dans une seule école, mais dans plusieurs.
Ça m'avait permis de subvenir aux besoins de ma famille, qui était issue d'un milieu pauvre. Mais un jour, alors que j'étais dans un temps de méditation matinale, Dieu m'a rappelé, tu n'es pas appelé à être un homme riche. Parce que ce jour-là, j'avais gagné beaucoup d'argent. Je n'enseignais pas uniquement dans les écoles, mais certaines institutions m'avaient aussi invité à enseigner leurs étudiants pour les Olympiades des mathématiques. Et donc, ce jour-là, Dieu m'a rappelé comment travailler et être comme Jésus. Jésus a commencé son ministère en Galilée. Galilée était le lieu où se trouvaient les personnes marginalisées. C'est pourquoi j'ai voulu agir comme Jésus. Parce que nous sommes appelés à rassembler à Jésus, n'est-ce pas? Et parce que les personnes marginalisées ont une place dans le cœur de Jésus, je me suis dit qu'elles doivent aussi avoir une place dans le mien. Alors, j'ai décidé de rejoindre Compassion pour servir les plus marginalisés et répandre l'espoir que le royaume de Dieu est aussi proche d'eux. Ce n'est pas uniquement une promesse pour l'avenir, mais ils peuvent vivre le royaume de Dieu dès maintenant. Ouais. Et donc c'est depuis 2018, je crois que tu bosses pour Compassion, donc le fameux partenaire international du CEL pour la mise en place du parrainage d'enfants. On vous remettra les liens donc utiles si vous voulez plus d'infos dans la description de cette vidéo. Allez, on passe à notre dernière thématique du jour, et là c'est mon truc un petit peu énigmatique, les déchireurs d'étiquettes. C'est juste après ça. Alors ouais, déchireur d'étiquettes, parce que je vous ai senti capable de, comment dirais-je, de mener des réflexions sur des cadres et parfois effectivement de sortir de ces cadres, de ces étiquettes et de proposer parfois autre chose dans les contextes que vous avez vécu dans vos parcours. Et de manière encore plus évidente, pour Radius, en Indonésie, on a sa religion qui est indiquée sur sa carte d'identité. Et en Indonésie, la population est majoritairement dite musulmane. Je dis dite musulmane parce que c'est ce qui est marqué sur la carte d'identité. Ce qu'il y a dans le cœur, ça je sais pas. Et pour Radius, c'était pareil, sa famille était dite chrétienne, mais c'était qu'une étiquette. C'était qu'une étiquette. Et finalement, la notion être chrétien en étant, comment on pourrait dire, on suit le Christ, ça, effectivement, c'était pas quelque chose qui était présent dans ta famille. Il a fallu déchirer l'étiquette pour recoller la bonne étiquette. Est-ce que j'ai juste, en disant ça, finalement, la fausse étiquette a été déchirée, puis tu as décidé de coller l'étiquette chrétien, mais en âme et conscience? Ce que tu dis est vrai. Nous avons une certaine étiquette pour définir notre religion sur notre pièce d'identité. C'est assez complexe en Indonésie, car si tu ne mets pas la religion, ils te persécuteront. Donc, pour assurer la sécurité de ta vie, il te faut simplement suivre la religion de ta famille. Personnellement, je suis issu d'une famille chrétienne, mais nous n'allions à l'église qu'à l'occasion de Pâques et de Noël. Nous avions une Bible, mais nous ne la lisions pas. Et à mon centre de parrainage de Compassion CEL, quand j'y étais inscrit, ce qui était intéressant, c'est que l'église locale ne prêchait pas seulement, mais il pratiquait l'amour de Dieu et la façon dont il me traitait. La façon dont ils m'ont accepté, dont ils m'ont enseigné sur l'espoir et l'amour, ils la mettaient en pratique. C'est pour cela que j'ai expérimenté une transformation au centre. Et quand cette transformation a eu lieu, ce n'était pas seulement pour moi. Parce que je voulais être témoin
de cette transformation dans la vie des autres personnes qui m'entouraient aussi. Je crois que la transformation devait d'abord commencer par notre famille. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir ma famille parce que j'avais subi des violences domestiques. Je suis allé voir mon père et ma mère et je leur ai dit « Papa, maman, je vous demande pardon d'avoir été en colère contre vous. Mais je sais que Dieu est amour, son amour est inconditionnel, alors je vous accorde mon pardon. » Je m'attendais à un moment spectaculaire, mais rien ne s'est passé. Ils sont juste restés silencieux. Mais le même dimanche, ils sont venus à l'église. C'est une belle histoire. Parfois, la transformation n'est pas spectaculaire ni immédiate, mais elle commence par de petites choses. Et quand ils sont venus à l'église, l'espoir a commencé à prendre vie dans notre famille. Et grâce à Dieu, mon père et ma mère ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et c'est dans ce centre qu'ils ont appris à être chrétiens. Ils y ont appris à devenir disciples de Jésus. Oui, c'est ça. J'allais prendre cette expression follower que tu avais utilisée pour décrire ce déchirement d'étiquette et cette nouvelle étiquette que toi et ta famille vous êtes collés. Le même mot marqué dessus, mais ça veut dire autre chose. Comment vous réagissez à ce que dit Radius et peut-être comment pour vous ça résonne un petit peu cette notion déchireur d'étiquette? Pascal, comment ça résonne chez toi? Waouh! Alors, je dirais que, alors moi, l'impression que j'ai quand tu poses cette question, c'est que c'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas, me concernant, c'est beaucoup plus, pour moi, plus simple d'être déchireur d'étiquettes à la fin, vers la fin, plutôt vers la fin de vie, mais en ayant une certaine expérience. Pourquoi tu dis la fin de vie en me regardant? C'est un truc bizarre là qui se passe. Si je te regarde, je me regarde aussi. Mais il me semble que c'est plus simple, qu'on a peut-être un petit peu plus d'aisance et de liberté de le faire que quand on est plus jeune et qu'on débute dans la vie, on n'a pas trop d'expérience, on avance un peu en tâtonnant. Donc je pense qu'un regard dans le rétroviseur nous permet de dire, voilà, les choses que je ne voudrais plus faire, voilà celles que j'ai envie de faire, et peut-être que c'est le moment où on se dit, voilà, je vais pouvoir faire ce que j'ai toujours eu envie de faire. Plutôt que de se dire, pendant toutes ces années, j'ai travaillé pour quelque chose que j'aimais pas. J'ai fait quelque chose que je n'aimais pas. Ça, je trouvais ça terrible. Mais de se dire, maintenant je fais ce choix-là, quitte à peut-être déchirer des étiquettes, peut-être quitte à faire quelque chose, c'était pas forcément ça qu'on attendait de nous. Voilà. C'est un peu difficile à expliquer, c'est plus du ressenti, mais en tout cas déchirer les étiquettes, c'est peut-être aller un petit peu contre, je sais pas moi, contre la vie majoritaire. C'est pas parce qu'on pourrait penser que c'est un truc de jeunesse, ça, d'aller ruer dans les brancards, d'aller bousculer les façons de faire. Non, c'est pas bien, il faudrait faire comme ça. Ça fait un peu truc qu'on attribue peut-être à la jeunesse. Toi, ça a beaucoup été le cas dans les années 70, où il y avait un peu cet esprit révolutionnaire, où on voulait tout changer, tout transformer, tout réformer. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Ok. Voilà. Jean-Marc ? J'ai un petit problème, moi, avec cette expression. Vas-y. C'est libre, hein, la parole est libre. Vas-y, tu peux y aller. Pour moi, quand quelqu'un... Alors, je vais parler de l'étiquette, l'identité. Je suis d'éducation ceci, je suis d'origine cela, mon milieu social c'est ça, et voilà. Et on a tous nos histoires. Et quand Jésus nous accueille, il ne déchire pas tout ça. C'est un peu ça. Après, je te taquine, hein, tu fais bien. Je fais mon mauvais élève et tout. Je n'attendais pas autre chose de toi. Il déchire pas tout ça. Je dis souvent à des gens, la question des cultures, par exemple. Quand quelqu'un, notamment quand un Nord-Africain devient chrétien. Oui. Ça pose vraiment la question de sa culture. Est-ce qu'il doit cesser d'être nord-africain ?
Parce que les chrétiens sont tous des occidentaux, comme tout le monde le sait. Quand on a fait un peu d'histoire, on se rend compte que le christianisme est une religion du Moyen-Orient. Mais sinon, il y a quand même cette image. Et moi, je dis régulièrement, pour les Africains d'origine subsaharienne, par exemple, c'est pareil. Je dis, mais gardez votre étiquette. Ce sens-là, étiquette. Très maladroit, cette histoire, mais bon. Gardez votre culture, gardez votre identité. Indonésienne, européenne, on a le droit aussi finalement nous de garder notre identité, gardez ça. Et dessus, il y a l'étiquette de la grâce qui est posée. Quand je fais en tant que pasteur, on fait des baptêmes. Je dis souvent, le baptême c'est le même signe pour tout le monde. Tu es blanc, tu es baptisé. Tu es noir, tu es baptisé. Tu es jeune, tu es baptisé. Tu es un homme, tu es baptisé. Tu es une femme, tu es baptisé, etc., etc. Et là, il y a cet apposement. Le mot n'existe pas. Pardon. Tu viens poser cette étiquette de Dieu sur ta vie, mais sans déchirer toutes les autres, parce que Dieu ne nous demande pas de renier ce que nous sommes, y compris une éducation chrétienne. Moi, je bénéficie d'une éducation protestante, pour ne pas la citer. Je suis content de l'avoir reçue, même si il a fallu que je franchisse des étapes pour arriver à une foi plus vraiment personnelle. Mais ce n'était pas à un moment donné, j'ai cru devoir déchirer cette étiquette-là. Eh ben, je l'ai recollée. Ouais. Voilà. Et pourtant, alors totalement d'accord avec ce que tu dis, et c'est très juste. Et pourtant, t'es une personne qui clairement vient nous challenger, nous bousculer. Et quand je dis nous, c'est les croyants dans leur pratique de la solidarité, dans la façon dont on envisage de pratiquer la solidarité. Tu nous challenges, et à juste titre. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, mais c'est quand même, tu viens nous chercher, nous dire attention les amis, si vous faites la solidarité de cette manière-là, peut-être qu'il y a une erreur, peut-être qu'il y a voilà. Alors de ce point de vue-là, effectivement, l'image du déchiré me plaît bien. Oui, tout à fait. Il y a des choses, j'ai envie de les déchirer, de les froisser, de les jeter dans un coin. Oui, tout à fait. Bien sûr. Parce que c'est en ça que la question que tu as posée sur ce fameux déchirement d'étiquette peut avoir plusieurs strates, en fait. Et on peut la poser et on aura des réponses différentes en fonction de la manière dont on l'a compris, cette question. Moi, je rejoins 100% Jean-Marc sur l'idée que, effectivement, Jésus ne vient pas nous enlever notre étiquette, on l'a, et au contraire, je pense qu'il faut assumer ce qu'on est jusqu'au bout, parfois même le revendiquer, si c'est bon, on le revendique, au contraire. Et du coup, moi, la notion de déchirer les étiquettes, je la vois autrement. C'est vrai que Jésus vient nous rejoindre dans ce que nous sommes, notre identité, notre vécu et tout ça. Il ne nous demande pas de faire table rase de tout ça. Il nous demande on l'assume. Et lui vient transformer nos cœurs. Donc, du coup, ce que je suis, c'est quelqu'un de transformé avec tout ce que j'ai été avant. Et ça va peut-être changer mon futur, d'ailleurs. Ça va peut-être changer ce que je serai plus tard. Mais moi, ce que je voyais plus dans l'idée d'étiquette, c'était l'idée de... l'expression qui dit « on m'a collé une étiquette ». Oui. Et je pense, alors un truc très concret, mais qui est vraiment un fléau aujourd'hui, le harcèlement scolaire. C'est un truc bête, mais c'est pas forcément dans le sujet, mais on a collé une étiquette à un enfant qui est entré parce que, très curieusement, il y a quelque chose qui se passe de très étrange, où on va focaliser sur cet enfant-là, où plusieurs vont se regrouper pour lui faire du mal, voilà. Et ça peut aller très loin. Ouais. Voilà, moi je connais des cas. Et donc on a collé une étiquette sur cet enfant. Mais voilà, pourquoi ? Et c'est là où c'est un combat terrible, quoi, pour arriver à faire admettre que non, c'est pas ce que vous croyez. Il n'est pas comme vous pensez qu'il est. Donc voilà, ça peut avoir plusieurs niveaux. Je trouve qu'on n'arrête pas de poser des étiquettes. Regarde Radius qui vient d'Indonésie pour nous rejoindre. On aurait pu lui poser l'étiquette. Oui. Le gars qui a été aidé. On aurait pu. Par exemple. Et en fait, il arrive et les paroles de sagesse qu'il porte, la qualité de l'intelligence de terrain et aussi globale qu'il apporte. Et en fait, on voit bien qu'on est nourri complètement, tout autant que peut-être, et à un moment donné, il a été nourri via le parrainage d'enfants. Et je crois qu'on n'arrête pas de coller des étiquettes, et c'est bien d'essayer de s'en rendre compte pour essayer d'en coller le moins possible et d'essayer de décoller celles qu'on a collées sans le vouloir parfois, quoi. Ouais.
Ouais, totalement. Merci beaucoup pour cette précision. Jean-Philippe, peut-être réaction chaud. L'heure tourne, on s'autorise là, on se fait une petite folie là aujourd'hui. Alors juste sur la notion d'étiquette, je pense qu'on peut aussi dire ça autrement. On peut parler d'idées reçues. Qu'on peut même se coller à soi-même, je pense, ou alors, et c'est un changement de paradigme peut-être, c'est de dire je voyais ça comme ça, en fait tu me fais voir, Seigneur tu me fais voir ça autrement, et non je regrette d'avoir vu ça comme ça. Je pense par exemple chez Pascal, Mission Lèpre, plus jamais. Un exemple, c'est un exemple. Alors pour les deux autres invités, on n'a pas le temps de détailler, regardez l'émission de la rue du sel avec Pascal, mais et puis finalement mais non, mais en fait c'est autre chose que tu me montres, Seigneur. Pour Radius, le coup de la carte d'identité, être chrétien, c'est avoir son truc sur la carte d'identité. Oui, tu peux être chrétien, mais c'est pas ça en fait. C'est un pas de côté pour voir les choses autrement. Et puis chez Jean-Marc, quand même, c'est si on veut permettre à l'autre de se convertir, tiens, on va lui donner à manger, comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est juste avoir du recul. Et c'est pas forcément les autres qui collent l'étiquette sur soi ou sur un truc. C'est peut-être soit des fois on a un raccourci ou un truc comme ça. Et du coup, je vois du courage chez tous les trois. Le courage de prendre cette étiquette et de prendre cette idée de reçu et d'en faire autre chose en fait. Et c'est ça que je vois derrière. Je le relie à courage. Ça aurait pu être notre mot, courage. C'est vrai que ça aurait été peut-être plus clair que déchirant d'étiquette. Non, mais c'est bien parce que c'est bien aussi d'avoir des sujets qui permettent le débat ou la discussion pour partager ces idées de manière différente. Le verbe déchirer, c'est un verbe qui revêt une certaine violence quand même. C'est vrai. Une certaine rage. Tu me taquines avec ça, mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut dire les choses et les dénoncer. Les prophètes de l'Ancien Testament nous l'ont montré suffisamment. À un moment donné, ils tapaient le poing sur la table, ils disaient mais ça va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce royaume, et puis ils annonçaient telle ou telle, ils dénonçaient plutôt telle ou telle pratique précise. Bah oui, mais de temps en temps, on doit faire ça, nous. La veine prophétique ou la voix prophétique doit toujours résonner avec cette idée de dénoncer, des stéréotypes, des injustices, etc. Ouais. Top. Alors ceux qui restent sur leur faim, qui se disent mince, on discuterait encore. Si vous n'avez pas encore vu les podcasts ou les émissions avec nos invités, allez absolument les regarder. Et puis bien sûr, on vous met les sites internet des différents organismes qui sont représentés ici, si vous voulez en savoir plus sur les actions concrètes qui sont portées par les uns et les autres. Jean-Philippe, on a le dernier petit jeu, puisqu'il y a une personne... je pensais que vous aviez oublié. Non, Jean-Marc, t'oublies pas, Jean-Marc. Le principe du jeu, c'est le même. Vous posez vos questions et il peut répondre par vrai ou faux. C'est pas évident du tout. J'essaie de me souvenir du métier. Alors, on va dire ça comme ça. Jean-Marc a commencé une formation. On ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, il a commencé cette formation. Ce sera peut-être l'occasion de le savoir. Il a commencé une formation et puis il a arrêté en cours d'études. Et ça n'a rien à voir avec le pastorat, a priori. Et puis ça n'a rien à voir avec être président d'une association qui porte la solidarité. Il y a combien de temps c'était ça? Oula. Tu veux que je dise à quel âge j'ai, en gros Ça va pas je sortais du bac. Tu sortais du bac. Donc j'avais 18 ans, parce que j'ai tellement aimé le bac que je l'ai passé 2 fois. Et donc, voilà. Oui, toi aussi, tu bien les études. Voilà. Donc j'avais 18 ans à peu près. D'accord. Radius, tu peux poser une question. Tu le vois dans quoi? Tu l'imagines dans quoi, Jean-Marc? Comme démarrer des études comme ça, puis qui finira par... Je suis intrigué. Ça va pas changer la face du monde. Ok. Est-ce que c'est un travail manuel ou pas? Pas du tout manuel. D'accord. Enfin. Architecture? Non. Pas du tout ça. Ça la touche. Mais... Ouais, c'est ça. Ça la touche. Ça la touche. C'était limite pas mal. Ingénieur BTP? Non, mais ça touche aussi. D'accord. C'est un métier qui se conjugue. Radius, là, c'est sûr. Radius va trouver, c'est sûr. Là. Tu dirais quoi? Interior designer. Ah, ça c'est pas mal ça. Non. Là, ça s'éloigne. Alors, si tu dis que le BTP, ça prend... C'est une profession qui touche au BTP, qui touche à l'architecture.
Et avant d'y aller manuellement, quoi. Oh, alors tu m'intrigues encore plus là. C'est plutôt pédestre que manuel d'ailleurs. Avec là je t'ai perdu. Là je t'ai perdu. Parce qu'il faut marcher. Tu m'as perdu là. Ouais, Ingénieur des eaux et forêts? Non. On s'éloigne. Oh mince. Ah, il est super ce jeu, j'aime bien. Il y a la notion de précision. Je pense qu'il y a un point commun avec la formation de Radius. Ouais. Ça demande quelque chose de... une forme de précision. Dans l'enseignement ou pas? Non, pas du tout. Pas dans l'enseignement? Pas du tout. Formation de... On va vous donner la réponse, je pense. Ah, je suis... Jean-Marc, tu nous dis? J'ai fait 1 an de BTS de géomètre. Et après j'ai mal tourné, j'ai commencé mon chemin de pasteur. T'as vraiment très mal tourné. Ouais, alors, du coup, la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'avait fait choisir ça, en fait? Alors, c'est tout simplement parce que mes parents ne savaient pas quoi faire de moi, ne savaient pas me proposer. J'étais un élève très turbulent, enfin le cas le pire que tous les parents peuvent craindre. Et mon père, qui avait une formation de géomètre, m'a dit, écoute, essaye ça, dépité de me trouver quelque chose que je puisse faire. Donc j'ai tenu 1 an. Puis après, voilà, j'ai abandonné, j'ai tout plaqué pour devenir pasteur. Moi, j'ai pensé à ça, à quelque chose que je pense encore maintenant pendant vos émissions, vous parliez aussi de vos parcours, et je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, un ado, un jeune, etc., et qui se dit, je sais de quoi mon avenir est fait, vous êtes... vous êtes là pour dire attention, tu n'as aucune idée de ce qui va t'arriver. Attention aux étiquettes que tu te mets. mais j'en profite aussi juste pour dire que Jean-Marc et moi, on est l'incarnation justement de je ne sais pas quoi faire, mais quand je ne sais pas quoi faire de ma vie ou je ne sais pas quoi faire de mon avenir, il y a beaucoup de jeunes dans ce cas-là, eh ben, on s'en sort quand même. Ouais, mais il faut pour moi aussi, hein, ça rejoint Radius pour moi, aussi. Il faut jamais penser, moi je m'adresse aux jeunes vraiment, il faut jamais penser, d'abord il n'y a pas de bête métier ou de sot métier, et on peut, tous les métiers ont leur utilité. Et c'est de se dire surtout de ne désespérez pas, quoi. Moi, j'ai envie de dire ça aux jeunes. Ne désespérez pas. Et j'ai presque envie de dire, faites ce que vous aimez comme métier. Si un jour vous avez vu ce métier-là, vous aimez ça, allez-y, foncez, faites la formation qui va avec. Enfin, vraiment, c'est... voilà. Et puis quand on est jeune chrétien, voilà, on a en plus cette dimension de l'espérance. On sait qu'on n'est pas tout seul. Jésus est avec nous. L'Église est là. Les parents sont là. Enfin voilà. Et puis ça, voilà. Jean-Marc pasteur, après avoir fait une formation. On n'aurait pas dit au départ. Hein. Oui. Non, mais rien ne te destinait à ça au départ. Mais Dieu en avait décidé autrement. La mauvaise conclusion, ce serait de dire quand vous savez pas quoi faire, devenez pasteur. Alors, c'est presque ça. Il manque à peu près, je pense qu'en France, il manque à peu près 1000 pasteurs. Oui, il y a de la place. Il y a de la place. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc, oui, pourquoi pas une formation dans un institut biblique. Ouais. Tout à fait. On a besoin de pasteurs. Oui, c'est quelque chose d'intéressant, en particulier pour les jeunes qui sont issus de la pauvreté. Donc, je dirige un programme en Indonésie que nous appelons Outils de planification de l'avenir pour la jeunesse. C'est un programme spécial destiné à aider les jeunes à découvrir ce à quoi ils ont été appelés à être. Nous avons créé un livre dans 1 ou 2 chapitres. Nous leur donnons la fondation biblique concernant l'avenir et le plan que Dieu a préparé pour leur vie. Et dans le chapitre suivant, nous aidons les jeunes à trouver leur forme. Ce que je veux dire, c'est que quand Dieu vous a créé, il l'a fait avec des particularités uniques. Alors, nous mettons en œuvre certains tests psychologiques pour permettre aux jeunes de comprendre quelle est leur personnalité, quels sont leurs talents, quelles sont leurs aptitudes intellectuelles. Et quand ils les découvrent, nous les aidons à savoir comment utiliser ce que Dieu leur a donné pour préparer leur avenir, trouver quel genre de métier ils sont appelés à faire.
Parce que nous croyons que le lieu de travail est le terrain missionnaire choisi par Dieu pour chacun. Peut-être qu'on peut changer d'emploi, mais la même mission sur le lieu de travail reste toujours la même. C'est pour ça que l'un des programmes pour les jeunes parrainés d'Indonésie est l'outil de planification de l'avenir. Et nous avons constaté que les jeunes qui travaillent uniquement pour survivre font plus souvent face à la dépression, aux problèmes de santé mentale. Donc nous devons aider les jeunes à trouver ce à quoi Dieu les a appelés et les aider à comprendre que leur lieu de travail est un terrain missionnaire pour eux. Top, merci beaucoup. On est tout doucement au bout de ce moment. Merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir échangé et d'avoir livré, d'avoir déchiré des étiquettes. Merci beaucoup. Et puis, ma foi, encore une fois, on le rappelle, hein, donc bien sûr, il faut vous abonner à la chaîne YouTube du CEL pour être alerté de la prochaine émission qui va arriver très vite. Et bien sûr aussi, on vous met dans la description de cette vidéo donc tous les liens utiles vers les sites internet des différents organismes qui sont représentés ici, et ça vous permettra d'en savoir plus, de prendre contact le cas échéant. Voilà, donc avec toujours bien cette idée de peut-être booster sa solidarité, peu importe où est-ce que vous la livrez, cette solidarité. Ce qui compte, c'est que vous l'exprimiez. Et puis si vous cherchez des pistes concrètes, ben voilà, il y a des exemples aussi ici, comme dit, des sites internet pourront peut-être vous aider. Voilà, en tout cas, on vous remercie. Jean-Philippe, il y avait un mot de la fin. Un tout petit mot, c'est juste pour dire, quand vous commentez les vidéos, quand vous interagissez avec les réseaux sociaux des différentes associations ou de cette chaîne YouTube, et que vous mettez des commentaires déjà, vous pouvez encourager toutes les équipes qui travaillent là-dessus. Et puis, vous boostez la vidéo en le faisant. En fait, donc ça nous aide, en fait, si vous mettez... vous savez pas forcément là quoi faire. Hop, vous cliquez un petit coup sur le petit boost, comme on dit, et puis même un petit commentaire ou même une question qui permette une interaction avec vous, ça peut être aussi utile pour nous. Ouais. Voilà. Tu sais que j'ai fait un commentaire, moi, un créateur de podcast comme ça. Je me suis dit, quand on trouve que c'est bien, on le dit jamais. Ouais. Moi, je le dis jamais. Quand je trouve très que c'est français, ça. Ouais. Et moi, je suis là-dedans. J'ai cette étiquette. Et je me suis dit, je vais essayer de me débarrasser de ça. Et j'ai pris le temps de dire merci, bravo. J'ai trouvé ça vraiment chouette, etc. Donc, je dis pas qu'il faut le dire pour nous, mais je dis que moi, je l'ai fait et je trouve que c'était une bonne chose de faire ça. Ouais. Allez, sur ces belles paroles allez les gars, encouragez-nous. Vraiment, on vous remercie de tout cœur. Ouais. Et on vous remercie de tout cœur. Soyez encouragés vous aussi vraiment dans tout ce que vous faites et merci pour tout ce que vous faites. On est fiers d'être à vos côtés, de voir ce qui est fait aussi dans nos églises, dans nos milieux chrétiens, dans nos associations. Donc on se sent un petit peu associé finalement à ce que vous portez et du coup vraiment on est reconnaissant. Allez, c'est super, encourageant. On vous retrouve très vite. À bientôt. Bye.